Ce soir, c'est moins sur la politique et l'histoire du canton de Vaud que sur sa dimension culturelle que nous nous focaliserons, et cela grâce à notre invité et nos invités que Jacques Besson va vous présenter tout de suite maintenant. À toi, Jacques. Merci Sylvie. Alors, à ma gauche, Sylviane Dupuis, née en 1956, est poète, auteure de théâtre et essayiste. Elle vit à Genève, où elle a enseigné la littérature de langue française au Collège Calvin et à la Faculté des Lettres. Prix CF Ramu de poésie en 1986, elle séjourne à l'Institut suisse de Rome en 88 et 89, tout au long de son parcours. Elle entretient un dialogue permanent avec la danse, la peinture ou la photographie. En 2021, elle publie un essai « Au commencement était le Verbe » sur la relation aussi étroite et féconde qu'affranchie, libre et critique qu'entretient durant le XXe siècle, en tout cas jusque dans les années 70, la littérature de Suisse romande avec la Bible. À ma droite, en co-modération et en co-présidence, Sylvie Arnaud, née en 1971, vit à Yverdon-les-Bains. Licenciée ès-lettres, elle a enseigné une dizaine d'années au secondaire et se consacre aujourd'hui à différents mandats électifs, ecclésiaux et à sa famille. Élue au synode en 1999, elle préside l'Assemblée législative de l'Église réformée vaudoise et RV depuis 2014. C'est donc la présidente du synode. Elle est la première femme à occuper ce poste et membre fondatrice de Cèdre Réflexion. Elle en est la vice-présidente et la trésorière. Merci Sylvie. À ma droite, Christophe Gala est né en 1948. Il vit à Lausanne. Il est écrivain et a, pendant plus de 4 décennies, tenu une chronique hebdomadaire au journal Le Matin Dimanche. De même, au fil des ans, qu'au Nouveau Quotidien, puis au Temps. En France, il a collaboré régulièrement au quotidien Libération comme au Monde. Auteur de nouvelles et d'ouvrages pour les enfants, il reçoit en 1989 le prix Saint-Exupéry. Il a travaillé pour le scénario avec des cinéastes suisses et français et apporte régulièrement sa contribution littéraire à des livres de peinture et de photographie. Élu en 1999 à la Constituante vaudoise comme indépendant sur la liste socialiste, il élabore avec le chanteur Michel Buller le projet de préambule à la nouvelle Constitution de 2003, invoquant la création plutôt que le Dieu judéo-chrétien. C majuscule. Là, je peux... Ah oui. Il y a eu tout un match dialectique pour savoir s'il fallait mettre un C majuscule ou pas à création. Le C majuscule suggérant une inspiration supérieure, puis sinon le Lego organique. Le Lego organique. Une inspiration supérieure. Oui, oui. Voilà. C majuscule. Merci, Monsieur Gala. C'était une concession à toute la part généralement mécréante de l'Assemblée qui voulait vraiment que Dieu soit présent dans le préambule. C'est souvent comme ça durant les discussions parlementaires. Vous savez que l'OMS a défini la santé en 1948 comme un état de complet bien-être physique, psychique et social. Et le bloc soviétique a interdit la mention de la spiritualité. Il a fallu attendre 2005 pour que la déclaration de Bangkok ajoute un état de complet bien-être physique, psychique, social et spirituel. Merci, Monsieur Gala, pour cette ode à la création avec C majuscule. Voilà, Patrick de Rame, vous êtes à ma droite, vous êtes né en 1972, vous vivez à Lausanne et vous dirigez depuis 2017 l'Arsenic, Centre d'art scénique contemporain,
lieu culturel qui propose des spectacles et des événements pluridisciplinaires et transdisciplinaires de danse, théâtre et performance. Vous avez aussi auparavant dirigé le festival Les Urbaines et avez été réalisateur à la Radio Suisse romande. Vous siégez dans plusieurs jurys, dont celui du prix suisse de la performance et celui de la résidence d'artistes, la BEC. Merci, Monsieur de Ram. Et merci à Jacques pour ses présentations. Je passe la parole maintenant à Jacques Zwallen pour son exposé introductif. Merci Sylvie, et merci à vous tous d'être venus ce soir pour assister à cette deuxième soirée concernant l'Esprit vaudois. Alors, suite à la soirée du 29 novembre, un esprit vaudois nous serait bien apparu, un peu, pour reprendre la métaphore de Jacques Besson, comme une pièce de monnaie placée sous une feuille de papier que l'on aurait frottée avec un crayon pour la voir progressivement dessinée et reproduite sous nos yeux. Je peux maintenant poursuivre cette métaphore, mais en parlant de médaille plutôt que de pièce de monnaie, et cela parce que toute médaille, derrière la figure qu'elle veut mettre en valeur, a aussi un revers. Et si je dis cela d'entrée de cause, c'est bien parce que je garde l'impression, même la trace, c'est l'issue donc de la soirée précédente, consacrée aux aspects essentiellement politiques et religieux de l'esprit vaudois, que cet esprit nous serait apparu à ce stade, en tout cas, doté d'une qualité plutôt flatteuse, susceptible de le distinguer de celui d'autres lieux comparables, notamment des autres cantons romans. Cette qualité tiendrait à une manière de traiter les affaires privées ou publiques et de prendre donc des décisions sur un mode plutôt tranquille et modéré qui chercherait, autant que faire se peut, à éviter les conflits en trouvant des compromis idéalement à l'amiable, en tous les cas sans trop se fâcher. Mais cela, et ça fait bien partie intégrante de cette qualité, tout en demeurant ouvert aux changements sociétaux par poussées successives et progressives, mais sans perturbation excessive, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. À ce propos, mis sur la piste par M. Meuvely, nous nous sommes rappelés que la dernière période de grosses turbulences et de relative instabilité dans le canton aurait eu lieu dans les années 90 et qu'elle aurait été surmontée à partir du passage de l'an 2000, tout particulièrement grâce à l'adoption en 2003 de la nouvelle constitution cantonale. Celle-ci, en effet, aurait su rétablir cet équilibre assez subtil, propre et cher à un Vaudois, entre le besoin de stabilité et la nécessité de s'adapter en s'ouvrant à la nouvelle donne sociétale, marquée par toujours plus de diversité sociale, linguistique, culturelle et religieuse. Et cela, tout particulièrement en accordant aux étrangers les droits politiques complets au niveau communal, mais aussi en maintenant un lien institutionnel entre les sphères temporelles et spirituelles. Mais cela, alors de manière profondément renouvelée et diversifiée, et non plus exclusive, comme ce fut le cas pendant les 150 années qu'ont duré l'ère de la gouvernance radicale, toujours inspirée de près ou de loin par le génie de Druet. Relation institutionnelle qui n'est donc plus exclusive avec une seule Église. En l'occurrence, c'était l'Église réformée, dite nationale, mais désormais élargie tout autant à la catholique romaine qu'à la communauté israélite et encore à toutes les autres communautés religieuses qui en feraient la demande dès lors qu'elles se montreraient suffisamment disposées et prêtes à respecter les règles et les obligations de notre État de droit. Pour terminer maintenant ce bref rappel de ce qui m'a semblé ressortir de la soirée du 29 novembre, aussi pour raccrocher à notre train celles et ceux qui n'avaient pas pu être avec nous à cette occasion, je vous mets encore quelques dizaines de secondes à l'écran et sans commentaire comme il y a 15 jours,
les dates que je considère toujours comme les plus significatives de l'évolution de l'esprit vaudois, historiquement parlant. Ce sont celles que j'avais mises en gras sur les 6 planches que j'avais projetées il y a 2 semaines. À noter que la directive scolaire annoncée ce matin par Madame la conseillère d'État, Cécile Amarel, concernant le respect dans les établissements scolaires du canton de la liberté de choix de son identité sexuelle pour les transgenres et les non-binaires, pourrait bien, avec un peu de recul, figurer aussi sur cette liste. Alors, l'esprit vaudois constitue-t-il une exception culturelle? Point d'interrogation. Pour tenter de répondre à cette question, je vais maintenant à nouveau vous mettre sous les yeux, et toujours sans aucun commentaire, quelques propositions de dates. Je les ai sélectionnées cette fois-ci dans le champ culturel au sens le plus large du terme. Par conséquent, ne vous étonnez pas de trouver sur les 3 planches qui vont se succéder maintenant des éléments et des personnalités significatives tout autant de la sphère culturelle au sens strict et traditionnel du terme, littéraire, artistique, festif ou sportif, tels que par exemple Voltaire à Lausanne, la fête des vignerons à Vevey ou la fondation du Lausanne Sport à Montrion, que d'y voir aussi lister des faits et des figures relevant bien plutôt du monde médical, économique ou scientifique, des sciences naturelles comme des dites humaines, dois-je le préciser. Ici, les couleurs permettent donc de distinguer ces registres assez différents de ce que l'on entend généralement par culture. Sur fond bleu-azur, ce qui relève essentiellement des sciences, des techniques, de l'art médical et de l'économie, et sur fond turquoise, tout ce qui correspond à la littérature, au monde artistique, au sport, à la fête et au loisir. J'imagine que la plupart des événements, ou aussi des personnalités et des œuvres que vous avez sous les yeux, vous sont connus de près ou de loin, en tout cas par la plupart d'entre vous. Sauf peut-être 2 plus particulièrement. La paix des ruches d'Alice Riva, publiée en 1947, et Mao cosmique de Claude Muret, livre sorti en 1975, donc une génération plus tard. Je me permets de m'arrêter un instant ici pour vous en dire un peu plus à propos de ces 2 auteurs et de ces 2 ouvrages. Quelques mots tout d'abord sur le second, Mao cosmique. L'auteur de ce livre, Claude Muret, est par ailleurs le scénariste des Petites Fugues, le film d'Yves Yersin. Il est né en 1947, fils d'André et de Charlotte Muret, le couple qui a fondé le POP vaudois
autrement dit le Parti communiste de notre canton. Mao Cosmic raconte la vie dans une communauté de jeunes située à Prévrange au début des années 70, où se croise alors l'avant-garde de l'extrême gauche d'obédience maoïste à la tendance que je qualifierais de mystico-psychédélique ou psychotropique, et cela pour le meilleur comme pour le pire. Ce récit relatant notamment la mort accidentelle et tragique de l'un des leurs, par ailleurs fils de bonne famille vaudoise. J'en viens maintenant à Alice Riva. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas ou si peu, elle est la fille de Paul Gaulet, un instituteur natif de la vallée de Joux, surtout connu comme un homme politique très engagé à gauche et considéré comme l'une des plus importantes figures fondatrices du socialisme vaudois. C'est à Rouvray, dans le nord vaudois où enseignait son père, qu'est née en 1901 Alice Gaulet, devenue par la suite comme auteure Alice Riva. Elle passe son enfance sur la Riviera alémanique, à Clarens, puis passionnée de musique, elle fait des études au Conservatoire de Lausanne, mais ne peut toutefois entrer en classe de virtuosité car ses mains sont trop petites. Dès cette époque, elle affirme sa volonté d'autonomie. Refusant le mariage, elle obtient en 1921 un certificat de sténographie et suit des cours d'allemand. Elle travaille alors comme journaliste, puis s'établit à Genève et fait toute sa carrière comme fonctionnaire au Bureau international du travail. Récompensée en 1942 par le prix Schiller et en 1980 par le Grand Prix Charles-Ferdinand Ramu, elle meurt en 1998 et est enterrée au cimetière des Rois à Genève. Sa tombe se trouve à côté de celle d'Ernest Ansermet. Son livre « La paix des ruches » a été publié en 1947, soit 2 ans avant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Cet ouvrage commence par cette phrase assez médusante pour un lecteur masculin comme moi en tout cas, je cite, « Je crois que je n'aime plus mon mari ». Et avec la métaphore de la ruche, Alice Riva interpelle la raison d'être et la valeur ajoutée des hommes, au-delà du vol du bourdon, dans une société qui, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, venait de s'autodétruire. Qui sait, écrit-elle, si une des conditions de cet état de perfection, celui d'une ruche donc, ne fut pas la mise hors jeu, méthodiquement voulue et opérée, des mâles trublions. Pour Alice Riva, il n'y a cependant pas de fatalité dans la relation douloureusement asymétrique entre les genres, ajoutant quand même, non sans une malicieuse et noire ironie, comme semble fatale la relation extrême à laquelle se porte notre sœur, la menthe religieuse. Sans transition maintenant, je vous projette à l'écran 2 chansons très populaires et archi-connues. La première, très gaie, témoignant d'un état où l'âme et l'esprit de notre pays roman se trouvent en symbiose et en harmonie complète avec Dieu et la nature. Vous me direz ici qu'il ne s'agit pas du canton ou du pays de Vaud, encore moins de l'état de Vaud. Et vous aurez raison si l'on s'en tient à la lettre de cette chanson. Mais l'histoire nous apprend qu'au Moyen-Âge, du temps de l'appartenance au comté puis au duché de Savoie, le territoire du pays de Vaud débordait de beaucoup celui du canton actuel. En outre, Émile Jacques Dalcroze, originaire de Sainte-Croix, invoque une terre composée de campagnes et de montagnes, plus précisément d'Alpes de neige. On touche ici à l'ambivalence et à l'ambiguïté identitaire de notre canton, à cheval entre une réalité institutionnelle qui place Vaud à égalité avec Genève, Fribourg, Valais, Neuchâtel et Jura, et la réalité d'un espace richement doté qui, avec encore le lac, attire sur lui seul le gros des traits essentiels de la région romande. La chanson suivante, de Gilles, plusieurs d'entre vous aimeraient probablement, comme moi, l'entonner et la chanter aussi comme la précédente, debout la main sur le cœur.
Mais tout en nous parlant aussi du bonheur, cette chanson met en évidence le caractère fragile et éphémère de celui-ci. Malgré ce caractère léger, si fragile et incertain, et plus encore, malgré la dureté des temps qui courent parfois si violemment, le bonheur peut néanmoins toujours exister dans les choses les plus simples de notre vie quotidienne et terrestre, jusqu'à la perspective que se concrétise un jour pour nous un amour à deux qu'on désirerait ardemment, possiblement sublime, voire même, qui sait, immortel. Le bonheur, c'est toi, c'est de croire, amant, que nous verrons un jour resplendir l'éternelle aurore, qui sait, d'un immortel amour. Philippe Jacotet, 5 ans plus tard, a le don de nous ramener à des contemplations plus accessibles au plus grand nombre. Celle de l'Effray, singulièrement, une chouette, pour ceux qui ne le savent pas, dit aussi la Dame Blanche, qui, comme il est écrit dans ce poème, nous appellerait au fond de ces bois de banlieue et déjà sous notre peau si chaude percerait l'os, tandis que sombreraient les étoiles au coin des rues. Mais on va plus loin encore dans les espaces vides de l'être avec José-Flore Tapie, née en 1954, qui fut elle-même très proche de Jacotet et qui nous dit dans son poème « Tombeau » que désormais, même les étoiles pourraient être mortes. Revenons en arrière dans le temps. Je vous montre maintenant ce dont témoigne un tableau du Vaudois très bien connu, Eugène Burnand, un protestant du XIXe siècle d'une grande piété, dont l'ambition fut bien moins esthétique que théographique, illustrative donc de thèmes religieux, inspirés selon lui par Dieu lui-même. Ainsi cette scène de la vie quotidienne que vous avez sous les yeux. Mais au-delà de ce témoignage visuel de la piété protestante en terre vaudoise, ce qui m'a frappé en découvrant ce peintre, c'est l'idée qu'il se faisait de la vertu et de l'autodiscipline. En fait, l'idée d'une morale d'un perfectionnisme assez sidérant, toute pensée mauvaise refoulée, tout renoncement consenti ont comme une vertu rédemptrice. Me rappelant le 10e article de la loi de l'éclaireur, qui, lorsque j'avais à peine 10 ans, me prescrivait déjà que je devais être propre, non seulement dans mes actes et mes paroles, mais tout autant dans mes pensées. Je vous confesse ici sans difficulté que j'y travaille encore, avec dans ce domaine une belle marge de progression. Alice Riva, d'ailleurs, avait un point de vue assez tonique et édifiant sur le protestantisme non seulement vaudois, mais plus largement helvétique, dont ses livres d'enfance savaient faire l'éloge. Ainsi, à travers un passage significatif tiré de l'Alphabet du matin, récit romancé de son enfance dans le canton, elle nous restitue comment l'histoire suisse lui était alors enseignée, comme si les Suisses étaient devenus les nouveaux élus de Dieu, parce que toujours prêts à se conduire correctement. Sylvie Arnaud va maintenant nous lire une citation édifiante à ce propos, extraite de « Au commencement était le Verbe », le livre de Sylviane Dupuis, avec nous ce soir. À toi, Sylvie. L'Ancien Testament était une mine d'histoires savoureuses et de merveilleuses maximes qui pouvaient s'appliquer aussi bien aux hommes d'aujourd'hui qu'à ceux des temps anciens. Mais j'eus très bientôt droit à une autre histoire. Ce n'était plus celle du peuple d'Israël, mais celle du peuple suisse, l'une succédant naturellement à l'autre, comme si elle seule avait rempli tout le passé de l'espèce humaine. C'était l'histoire des hommes. Elle commençait par celle des Hébreux, qui avaient vécu très loin, là-bas, en Palestine, jusqu'au moment où ils perdaient leur patrie parce qu'ils avaient trahi et crucifié le Fils de Dieu. Ensuite, une longue nuit s'étendait sur la terre. Tout y apparaissait dépeuplé et sans intérêt. Mais alors,
dans le vaste univers déserté par l'histoire, quelque chose recommençait à bouger, à prendre forme. Or, ce quelque chose était mon pays, réalité indiscutable, puisque mon livre d'histoire en faisait foi. Il émergeait de la nuit, astre nouveau sortant du ton indéterminé, montant à son tour à l'horizon, terre ferme au milieu des eaux et des éléments mal discernables du grand univers, ainsi l'arche après le déluge. Comme les Hébreux, les Suisses vivaient de grands malheurs, mais contrairement à eux, ils se conduisaient toujours correctement. Quel privilège était le mien, pensais-je, d'appartenir à un tel peuple. Merci Sylvie. Heureusement, de tout cela, nous sommes aujourd'hui bien libérés, ce qui probablement nous permet, depuis une dizaine d'années en tout cas, de toujours mieux nous sentir globalisés. Moi qui vis au haut de l'avenue Ruchonnet, entre le MCBA et le quartier du Flon, j'ai l'impression d'en prendre la mesure presque tous les jours un peu plus. Ceci dit, il n'empêche qu'on trouve encore actuellement de ci, de là, quelques traces de cette difficulté à émerger de ce surmoi traditionnel vaudois plutôt pesant. Chez les Vaudois, comme chez les Vaudoises d'ailleurs, car comme vous pouvez le découvrir ici à l'écran, le titre d'un livre édité cette année encore manifeste ce lien fort que notre culture locale entretient toujours consciemment ou non avec les Saintes Écritures. Dans son Lutter avec l'ange, Laurence Verret nous raconte en effet le combat qu'elle a livré tout au long de sa vie pour s'affranchir d'une culture qu'elle ressent comme une espèce de prison dont elle doit pouvoir s'échapper si elle veut pouvoir véritablement pleinement exister. Le paradoxe ici, très vaudois à mon sens, c'est que le moyen de sa libération, elle va le chercher et le trouver par l'écriture, là où se dissimulait en elle, en quelque sorte, un geôlier ressorti tout droit de l'Ancien Testament, cet ange contre qui Jacob va lutter toute une nuit pour finalement reconnaître l'Éternel. Alors, esprit vaudois, si tu es bien là, es-tu véritablement si particulier au point d'être une exception culturelle? Et s'il est toujours juste de te comparer à une médaille, quel serait alors donc ton revers? À ce stade de mon observation, je pourrais dire en tout cas quelque chose comme une mégalomanie théocratique discrète, susceptible par paliers successifs d'évoluer avec le temps, puisqu'au mieux déçu ou déchu en bien, en une sorte de mélancolie contemplative, de mélancolie contemplative à bouillonnement et ébullition périodique, difficilement prévisible. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacques, pour tes propos et les citations parfois inattendues. Maintenant, nous allons passer successivement la parole à chacune et chacun de nos intervenants. Et c'est d'abord, alors c'est Jacques qui va modérer ce moment et ce sera Sylviane Dupuis qui commence. Je voulais juste ajouter une ou deux petites remarques vaudoises. Et pour avoir participé à ces événements, je voulais aussi signaler que dans le canton de Vaud, on a eu cette grâce particulière de se marier avec la Confédération et de créer un triangle entre l'Université de Lausanne, l'École polytechnique et le Centre hospitalier universitaire. Ça s'appelle le triangulaire parce qu'il y a aussi Genève. Et dans le génie vaudois, puisqu'on a vu des dates avec des éléments fondateurs, je crois que c'est un élément important parce que voilà, les Vaudois étaient menacés dans leur identité. Il y avait des consultants européens qui tournaient, qui disaient on va fermer l'université de Lausanne, voilà. Eh ben non. Et maintenant, il y a un pôle académique, scientifique et médical de première catégorie
qui tourne autour de ça. Alors, je ramène ma fraise parce que je suis médecin académique, mais Jacques m'a permis de mentionner cet événement. Puis vous avez peut-être vu dans les dates aussi le festival de Montreux. J'ai eu la chance d'être médecin à ce festival pendant longtemps. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a à Lausanne une école de jazz et de musique contemporaine, musique actuelle, l'EJMA, qui est dans la cour des grands. On a la chance d'avoir l'EJMA qui régate avec la Berkeley Jazz à Boston. Et puis Jacques m'a signalé aussi que dans une ancienne usine de chaussettes, Iril, on a fait une école de beaux-arts de première envergure. Donc les Vaudois, théocratiques, mégalomanes, oui peut-être, mais peut-être des mégalomanes réussis, sait-on jamais. Voilà, petit commentaire, cocorico, il y en a point comme nous, ça on ne devait pas faire ce soir, mais voilà, petit commentaire. Alors maintenant, Sylvie, tu vas passer la parole au... Oh, bah alors, on va commencer par Madame Sylviane Dupuis, qu'on se réjouit d'entendre sur ses commentaires sur la culture suisse romande. Donc, Madame Dupuis, c'est à vous. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence. Merci à Jacques Swalen de son invitation et merci à lui de ne pas avoir hésité à inviter une Genevoise. Car il pourrait apparaître assez cocasse de prime abord, voire tout à fait incongru, que je me retrouve aujourd'hui devant vous et dans ce cadre. Premièrement, parce que je ne suis pas vaudoise. Quelle légitimité aurais-je donc à venir vous parler de vous, de cet esprit vaudois dont vous postulez qu'il existe, qu'il a existé ou pourrait exister? À supposer qu'il n'y ait pas là un postulat essentialiste un peu contestable, comme le pointait pertinemment Raphaël Mahin le 29 novembre dernier, tout en le déplaçant vers un enjeu collectif, mais aussi un imaginaire commun qui, à son tour, construit du commun là où il n'y a peut-être plus aujourd'hui que des différences. Mais je vous laisse la question en suspens. Quelle légitimité aurais-je à venir vous parler de cet esprit vaudois qui, s'il a peut-être bel et bien existé sous certaines formes dans le passé, se voyant incarné entre autres dans l'œuvre d'un Ramu, d'un Gustave Roux, celle d'une Catherine Colomb ou d'un Jacques Chesset, peut-être plus qu'Alice Riva, dans la mesure où Alice Riva est venue faire toute son œuvre à Genève et s'est détournée jusqu'à un certain point de ce canton de Vaud qui l'a fondamentalement marquée et faite, mais elle est partie, de même Jacques Ottet, de même d'autres. Donc, Catherine Colomb, Jacques Chesset, Ramu, Gustave Roux restaient dans le canton de Vaud profondément vaudois, avec les différences incommensurables qui existent de l'un ou de l'une à l'autre, mais aussi avec ce que pointent communément leurs œuvres, cet esprit vaudois donc qui me semble avoir aujourd'hui à peu près cessé d'exister ou peu s'en faut. Je ne pourrais que tenter d'observer du dehors, donc du point de vue extérieur et singulier qui est le mien, ce que les Vaudois que vous êtes sont eux, parfaitement légitimés à questionner, en apportant modestement ma contribution à ce débat, puisque vous m'en priez, mais non sans avoir précisé, tout comme chacune et chacun des participants au débat précédent, ce que j'avais beaucoup apprécié, le lieu d'où je parle, ou la situation de parole qui est la mienne. J'espère que vous le comprendrez et ne m'en tiendrez pas rigueur, même s'il arrive ici ou là, peut-être que je me montre un peu polémique. Ma seule légitimité sera de me fonder sur cet essai qui vient de paraître, qui est donc au commencement était le Verbe, sur la littérature de Suisse francophone au XXe siècle et qui me vaut cette invitation de ce soir. Précisons d'emblée que le V majuscule du Verbe ou de la parole biblique avec un P majuscule est devenu dans mon titre un V minuscule et que les guillemets de la citation biblique ont disparu. Précisant les enjeux, l'un de mes chapitres s'intitulera d'ailleurs « Des écritures avec un E majuscule à l'écriture avec un E minuscule ». Je m'empresse donc de préciser que cet essai renvoie exclusivement à la littérature. Je suis partie des textes, ceux de la littérature dite suisse romande ou suisse francophone du XXe siècle, pour y dénombrer les traces de ce que j'appelle la matrice biblique à partir d'une intuition de départ qui m'est venue aussi à partir de 15 ans d'enseignement de cette littérature,
à savoir que l'inscription des textes bibliques dans cette littérature, l'intertextualité avec la Bible Ancien et Nouveau Testament, était bien plus forte et plus durable en Suisse francophone qu'en France. Et cela en raison de la forte présence tout au long du XXe siècle encore du livre, avec L majuscule, de la religion, de l'éducation religieuse, école du dimanche chez les protestants et catéchisme chez les catholiques, mais aussi en raison de la relation directe au texte biblique qu'instaure le protestantisme. Et enfin, en raison du conservatisme roman, de cette insularité romande et helvétique qui, renforcée par la Seconde Guerre mondiale, isole la Suisse, sa ou ses cultures et sa mentalité du reste de l'Europe jusqu'aux années 1960. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'œuvres que j'ai traversées. Deuxième incongruité, quant à moi, quant à cette présence parmi vous, je n'appartiens d'aucune façon au monde politique, même si, me direz-vous, tout citoyen ou toute citoyenne participe nécessairement du politique en démocratie. Je ne suis inscrite ni ne milite dans aucun parti politique, je n'ai pas été partie prenante de cette très belle aventure de la Constituante, ni à Genève, ni dans le canton de Vaud, ce qui est le cas en revanche de mon cher ami et collègue écrivain Christophe Gala ou de Jacques Zwalen. J'ai uniquement participé en 2009-2010 à Genève à l'élaboration et à la rédaction de la loi sur la culture, mais c'était encore en liaison avec la culture. C'est dire que je me présente devant vous uniquement en tant qu'écrivain ou écrivaine, comme on voudra, ce que je suis désormais à plein temps après avoir enseigné durant de très nombreuses années à Genève et à l'université pendant 15 ans. Or, si cela n'exclut en rien le sérieux et la rigueur académique, cela suppose une liberté de parole, de pensée, d'écriture et de création, pour moi fondamentale. De création avec un petit c. Cela suppose aussi et surtout de se situer non du côté du politique, non du côté de la religion, mais du côté de l'art. Vous me pardonnerez de me citer brièvement. C'est pour les besoins de la cause. Et ce n'est pas sans lien, vous le verrez, avec ce que j'aurai à vous dire de l'esprit vaudois, ou plutôt de ce qu'il fut. Dans Qu'est-ce que l'art 33 propositions, un petit essai manifeste publié en 2013, j'écris précisément à ce sujet. L'art n'est pas la religion. Bien qu'il en procède sans doute à l'origine, elle est beaucoup servie. Il existe à la place de la religion, du sacré, du rituel, des exorcismes ou de la magie, dont ils proclament le deuil tout en leur empruntant leur pouvoir. Deuil douloureux, nécessaire, peut-être impossible, de la croyance en nos propres fictions, sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre. Et plus loin, l'art n'est pas la politique, même s'il ne cesse d'en dépendre et souvent d'en rechercher les faveurs. Il est le politique, incarnant par son existence même, par sa résistance au conforme, sa liberté dangereuse, son ironie, quelle ironie chez Alice Riva, elle est la maître de l'ironie, son désordre ou ses provocations et le trouble où il nous jette, une forme de subversion qui n'échappe jamais au pouvoir, ce qui fait des puissants soit ses alliés ambigus et provisoires, soit parfois ses ennemis. Il n'a pas à prendre parti, il a, l'art, à prendre position. Or, la relation de la Suisse à l'art, aux artistes, aux créateurs, et sans doute plus que tout aux écrivains, et donc aussi pendant très longtemps la relation du canton de Vaud aux écrivains et aux intellectuels, du temps de Ramu, et encore en partie du temps de Jacques Chesset, jusque dans les années 70 ou 80. Je m'empresse de dire que ce n'est bien sûr plus le cas aujourd'hui, je parle de ce temps de la littérature. Cette relation n'est pas des plus réjouissantes pour les hommes comme pour les femmes. Dans une lettre du 7 juillet 1947, la vaudoise Alice Riva, qu'on vient de vous présenter, l'une des figures majeures de cette littérature du XXe siècle romande, avoue à son correspondant, le poète genevois Jean-Georges Lessier, « C'est un grand malheur de naître suisse quand on veut créer. C'en est un encore peut-être plus grand, dans ce cas, de naître femme. Et quand ces deux malheurs se combinent, quel désastre !» 3 ans plus tard, et aussi 3 ans après la mort de Ramu, lors de son discours inaugural, le président de la toute nouvelle fondation Charles-Ferdinand Ramu fait ce constat. Ramu a souffert longtemps des incompréhensions et de l'isolement qui sont trop souvent l'ingrate récompense de l'écrivain roman. N'avons-nous pas tous entendu dire autour de nous « Si vous aimez les arts, découragez les artistes ».
Seules les vraies vocations subsisteront. Ce propos, je continue donc à citer le président de la Fondation Ramu, ce propos se justifie peut-être dans les grands centres où l'émulation est puissante, mais dans notre petit pays, le public qui est rare n'ose hélas trop souvent distinguer lui-même ses auteurs, et il souffre d'un complexe d'infériorité ou obéit à un conformisme qui décourage ou paralyse nos écrivains et nos artistes et leur donne le sentiment de travailler dans le vide. Que de plaintes de Ramu, que de plaintes des écrivains romans à ce sujet. Timidité excessive et manque d'estime de soi, complexe d'infériorité, en particulier vis-à-vis du maniement de la langue et du discours ou vis-à-vis de Paris, et conformisme, notion qui donne son titre à un essai de Ramu, vous le savez, seraient-ce là des traits à attribuer à l'esprit vaudois d'alors? Mais il y a encore une autre raison à cette suspicion que subissent artistes et écrivains. Je rappelle qu'en Suisse romande, pendant très longtemps, et jusqu'après la Seconde Guerre, les comédiens portaient sur leur passeport saltimbanque. Et il s'en fallait de peu qu'on ne considère les écrivains de la même manière dépréciative. C'est que se livrer à une vocation, le mot est fort, purement artistique ou esthétique et non religieuse, fait alors l'objet d'une méfiance ou d'une réprobation morale qui ne cesse de culpabiliser les écrivains. Je ne vois point en ma tâche un métier, un gagne-pain, j'y vois presque un sacerdoce, s'écrit Ramu. Et tous parlent de sacerdoce, de vocation, d'ascétisme, etc. Pour lui, le salut de celui qui a osé se donner à l'écriture corps et âme ne tient qu'à la mission qu'il aura remplie pour les autres, dire les paysans vaudois, les hisser par l'écriture au statut de personnage tragique, comme Échille l'a fait du temps des Grecs, c'est pour l'écrivain pouvoir être sauvé. Racheter l'orgueil démesuré du Créateur qui s'est voulu démiurge à la place de Dieu. Ces mots de sacerdoce, d'ascèse, qui appartiennent au vocabulaire religieux, je vous le disais, la plupart des auteurs vaudois y recourront de Ramu à Jean-Pierre Monnier. Et en 1981 encore, dans une interview donnée à l'hebdomadaire Construire, le romancier d'origine vaudoise Yves Veland, autre écrivain majeur de ce pays, exilé à la Chaux-de-Fonds car rayé de l'enseignement vaudois pour délit d'appartenance au POP, mais comme Ramu, nourri de la lecture de la Bible et de celle de Dostoïevski, et là on a un cas en France incompréhensible de quelqu'un qui est communiste, profondément engagé au POP et qui est un lecteur de la Bible et qui ne cesse de truffer ses textes d'allusion à la Bible. Il déclarait, non sans ironie sans doute, mais elle est significative, donc en 81, « Je ne m'allège pas vers Dieu comme l'ascète, je creuse en moi. » Opération vaguement diabolique. Le rejet de tout ce qui dérange le conformisme ou le met en question, le moralisme qui s'étend à tous les domaines et plus que tout le poids culpabilisant de la religion, en particulier de la sévérité protestante, de son puritanisme, pour ne pas parler de l'intolérance et même du fanatisme de certains hommes de Dieu qu'illustre le Pasteur Bourg de Jacques Chesset et qu'on retrouverait dans Un Juif pour l'exemple de Jacques Chesset à la fin de son écriture. Bien que cela vaille tout autant en Valais, par exemple, pour le catholicisme qu'évoque Corinne Aby dans Emerencia, où se mesure la révolte de l'auteur contre le caractère mortifère d'une certaine conception de la religion, tout cela obsède la littérature du début du XXe siècle jusqu'aux années 60. Et le nombre d'écrivains et de poètes vaudois ayant mis fin à leur jour est impressionnant. Sur 7 suicidés parmi les écrivains romans, entre les années 20 et les années 60, 4 sont vaudois. Henri Rorda, né en 1870, publie en 1925 son dernier essai, Mon suicide, avant de se loger une balle en plein cœur. Edmond-Henri Crisinel, né en 1897, immense poète, otage du moralisme protestant selon un autre écrivain vaudois, Jean-Pierre Monnier, se suicide juste après la guerre, hanté par la culpabilité en 1948. En 1959, Georges Nicole, né en 1898, accomplit, je cite Jacques Chesset, accomplit la censure définitive de son œuvre en se supprimant, à cause, dit Jacques Chesset, du contrôle dévastateur et du scrupule moral paralysant qui lui ont interdit toute sa vie d'oser publier le moindre poème. Et donc ces poèmes seront publiés par Jacques Chesset et Yves Veland après la mort de Georges Nicole. Enfin, Jean-Pierre Schulnegger,
très grand poète aussi, né en 1925, se suicide en 1964. Il y a chez un très grand nombre d'entre eux, Chesset y compris, dont le père, professeur, écrivain et notable vaudois respecté, s'est lui aussi suicidé, une véritable aspiration mortifère vers le néant qui apparaît comme l'envers de l'aspiration vers Dieu, quand la foi vacille ou a disparu. Quant au roman de Ramu, l'écrivain vaudois par excellence, il regorge de suicidés. De la petite Aline, dans son premier roman, au garçon savoyard, à l'autre bout de l'œuvre qui se jette dans le lac, comme le remarque encore Chesset dans ses écrits sur Ramu. Aline se pend, Berthollet se jette dans la rivière, le grand Favre se vide de son sang dans le torrent, Jean-Luc se précipite dans une gorge et se brise la tête sur les rochers, Farinet se noie dans une bisse pour échapper aux gendarmes, Joséphine, son amie, se pend dans sa prison. Le thème du suicide a obsédé Ramu pendant toute sa vie. En 1911, il intitule un projet de roman « Les suicidés du lac », mais y renonce en utilisant ce qu'il avait prévu dans ce roman pour d'autres romans, ce qu'il fait très souvent. Et posés les uns à côté des autres, donc irrémédiablement posés les uns à côté des autres sans pouvoir communiquer, son dernier roman, resté inachevé et publié de manière posthume, se termine lui aussi par un suicide dans le lac. Idem chez Jacques Chesset, lui-même, dont nombre de personnages romanesques, tels le pasteur Bourg ou le protagoniste de L'Ogre, se suicident, comme pour éviter à leur auteur de le faire. Idem encore chez Catherine Colomb, très grande romancière vaudoise, dont l'héroïne du premier roman, Pile ou Face, orpheline de mère comme la romancière, et César, le héros des Esprits de la Terre, dont elle a dit que c'était un double d'elle-même, de même Thérèse est un double d'elle-même, tous les deux se suicident. Faut-il dès lors considérer que la tendance au suicide, la culpabilité retournée en haine de soi, qui est l'autre face ou la conséquence d'un excès de scrupule moral, totalement admirable à la base, mais excessif, et fait partie de l'esprit vaudois? Je vous laisse en juger. Mais la littérature, elle, en témoigne, ou témoigne d'une puissante pulsion d'autodestruction transmuée en œuvre littéraire. Or, c'est le sentiment précisément que nous ne sommes peut-être pas encore vraiment sortis de cette confusion entre les deux vocations, religieuse et artistique, qui me rend si attentive aux moindres traces de cette confusion. Inutile de dire combien je m'accorde aux propos de Patrick de Rame, qui écrivait en juin 2020, j'ai trouvé ça sur Internet, « En quoi cherchons-nous à déplacer et à diversifier nos publics en leur apportant des discours différents de leurs croyances, plutôt qu'à flatter leur identité commune, fût-elle bien pensante et altruiste? Confronter ou conforter? Quoi qu'il en soit, ce qu'on attend de l'acte artistique est résolument plus de l'ordre du déplacement que de l'immobilisme satisfait. » De mon côté, je montre dans mon essai combien le texte biblique a précisément été objet de détournement, transgression, relecture critique ou ironique, et cela en particulier chez les femmes écrivains, de Monique Saint-Hélier à Alice Riva ou à Catherine Colomb, sans compter les profanations que lui fait subir Jacques Chesset en confondant érotisme et désir de Dieu. Troisième et dernière incongruité, j'arrive à la fin de mon petit exposé, quant à ma présence parmi vous, et je l'ai dit d'emblée à Jacques Svallen, je suis politiquement profondément attachée, vous m'excuserez, à la séparation entre Église et État, ne pouvant m'empêcher de voir pointer le danger dans toute alliance de nature politique entre eux ou dans le retour à cette alliance, où et quand que ce soit, d'une confusion du politique et du religieux, voire de la soumission possible du politique aux dogmes et pratiques d'une religion quelle qu'elle soit, ou encore d'une potentielle soumission du monde laïque et de la gestion de la vie sociale collective par l'État qui regarde strictement les affaires temporelles, la société humaine et donc la sphère du relatif, de sa potentielle soumission donc à la sphère religieuse qui, elle, regarde les croyances, les dogmes, les affaires spirituelles en renvoyant généralement, c'est le cas des trois religions monothéistes, à un Dieu ou à un absolu. Et donc, en poussant théoriquement les choses au pire, on en est très loin pour le moment, je vois pointer dans nos démocraties, soumises à l'autorité du peuple et de ses représentants élus, le possible danger, si nous n'y prenons pas garde, d'une théocratie qui pourrait revenir. Car dès lors, plus de relatif,
plus de dialogue fertile des opinions les plus contradictoires, qui est le fondement de la démocratie, plus de compromis, mais la référence à l'absolu, à la loi de Dieu, à la morale et au dogme, face à quoi l'on devient vite suspect de non-conformisme, voire d'hérésie. Personnellement, je serais prête à considérer la religion ou la dimension spirituelle comme une composante anthropologique essentielle qui ne cesse de se déplacer du religieux au politique et aux croyances, mais ne cesse aussi de revenir ou de renaître quand on la croyait disparue, oubliée ou définitivement éradiquée. Parce qu'elle a essentiellement à voir avec le dogme, parce qu'elle a essentiellement à voir avec la mort, avec la peur du néant et le besoin d'éternité. Et cette hantise de la mort et de la peur du néant, je les vois aussi sans cesse chez les écrivains vaudois, avec le sens ultime que nous donnons à notre passage sur Terre, avec notre besoin de rituels. Mais nous ne sommes plus au temps des Grecs ou des Romains, nous ne sommes plus au Moyen-Âge ou au temps des guerres de religion menées au nom de Dieu, du moins pour le moment. Nous nous croyons, mais pour combien de temps encore, vaccinés contre le fanatisme et les accusations d'hérésie. Nous coexistons en Suisse et en Europe, du moins pour le moment, entre croyants et croyantes catholiques, protestants, juifs, musulmans, etc., et agnostiques ou athées. Toutes et tous sont également respectables, toutes et tous sont ou devraient être traités avec égalité et justice. Voilà ce que l'État doit garantir. Le rôle de tout État moderne, et donc aussi de tous les élus des cantons et des villes, est de garantir cette libre coexistence de toutes et tous et sa pérennité. Le rôle politique, je pense, c'est de garantir à chaque citoyen ou citoyenne l'égalité, la justice et la liberté individuelle, tant qu'elle ne menace pas fondamentalement la vie, l'intégrité et la liberté fondamentale d'autrui, et de garantir à toute religion de pouvoir être pratiquée, d'avoir ses lieux de culte, mais sans s'en mêler, en empêchant qu'aucune religion ne cherche, contre l'état de droit, à imposer sa loi divine à tous, et que chacune respecte les autres croyances ou l'absence de croyances. Donc, je ne suis ni théologienne, ni politique, ni sociologue, ni anthropologue, même si la littérature, par définition, touche à tout, et l'essai qui me vaut de me retrouver devant vous cherchait précisément, aux ironies, à décloisonner les appartenances cantonales et à dépasser toute position identitaire, celle du cas vaudois, celle du cas genevois, celle du cas valaisan, par exemple, pour interroger transversalement et exclusivement à partir des textes des écrivains, la littérature de Suisse francophone, en suggérant que sous la diversité, elle révèle au XXe siècle une matrice littéraire commune, derrière l'œuvre d'hommes, femmes, catholiques, protestants, agnostiques, quels qu'ils soient, et toute appartenance confondue. Qu'avais-je donc à voir, me suis-je dit, avec un questionnement identitaire sur l'esprit vaudois? Je m'en suis ouverte à Jacques Svallen, et c'est au prix seulement de cette clarification des enjeux et des positionnements qui participe pour moi d'une définition de la littérature, posée d'entrée de jeu, que je pourrais envisager de participer au débat proposé. Et voilà qui est fait. Merci. Merci Madame Dupuis de cette parole libre. Et sans plus attendre, je passe la parole à Patrick de Rame. Voilà, merci. Bon alors moi, mes 4 grands-parents sont vaudois, des de Rame d'un côté, des Campiches de l'autre, des grandes familles vaudoises. Au-dessus de l'arbre généalogique, il n'y a que des vaudois pratiquement. J'ai fait des émissions de radio avec Jean-Charles Simon, avec Patrick Lapp. J'ai réalisé des dizaines de reportages de sociétés dans le canton. J'ai sonorisé le kiosque à musique. J'ai fait des œuvres sonores pour une exposition CFRAMU au musée de Puy. J'ai accompagné des centaines d'artistes locaux depuis 15 ans que je suis directeur d'institution artistique. Et donc, je devrais être en très bonne place pour parler de ce fameux esprit vaudois. Dont on parle d'ailleurs avec une modestie toute relative. Hein. Disons, en modestie, c'est sûr, il y en a point comme nous. Mais je pense, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, une femme originaire de Corée a pris la parole à la fin
de leur ennemi pour nous dire, visiblement un peu choqués par tant de complaisance, qu'elle ne comprenait pas très bien ce que c'était cet esprit vaudois, puis qu'elle le remettait en question. Moi, je dirais que le vaudois, il est comme la Suisse, il n'existe probablement pas. Pour faire une autre citation, mais je voulais vous parler de l'archétype du vaudois. Parce qu'à mon avis, ça, par contre, peut-être qu'il existe, ou disons qu'en tout cas, il nous pèse. Donc cet archétype, il ne nous définit pas, mais il nous menace un peu, effectivement, dans la culture, peut-être qu'il nous est un peu lourd. C'est un archétype contre lequel il nous faut donc lutter. Et c'est un peu le piège des grands mythes. Hein. Le grand mythe vaudois, voilà, c'est Davel, révolutionnaire illuminé ou éclairé, on ne sait pas très bien, qui donc veut faire la révolution, mais il n'est pas suivi. Et donc, notre héros, c'est quelqu'un qu'on n'a pas suivi, mais qu'on l'admire a posteriori. On admire qu'il ait eu le courage de faire ce qu'on n'a pas eu le courage de faire, en fait. Et disons que ça me paraît assez vaudois. J'aimerais vous raconter un peu l'histoire de l'Arsenic, donc le centre d'Arsenic que je dirige en ce moment. C'est une histoire que je raconte avec grande humilité parce que j'y suis pour pas grand-chose. Moi, je suis directeur depuis 5 ans. C'est une histoire de succès qui est vraiment avant mon arrivée. C'est un centre d'art qui a été fondé par Jacques Gardel, qui est donc un metteur en scène vaudois farouchement indépendant qui donc a commencé en 89. Il n'avait pas accès à Vidi, il n'avait pas accès au théâtre municipal et donc il a créé ce lieu, ouvert ce lieu avec d'autres personnes. De 89 à 94, il a dirigé le théâtre, fait la programmation. Il y a eu Philippe Serre, il y a eu Romeo Castellucci en 94 par exemple. Donc c'était un lieu où il y avait une certaine indépendance qui représentait quelque chose. Et puis après, il y a Thierry Spicher qui est arrivé, qui est un fribourgeois, lui, et qui a fait une programmation très transdisciplinaire, qui mélangeait énormément de médiums, qui empruntait à la danse contemporaine, au théâtre contemporain, à la performance, au live art anglais. Il a fait venir Franco Obi, par exemple, qui est un performeur anglais qui se vide de son sens. C'est très, très impressionnant. Enfin, il a fait des choses comme ça qui ont secoué tout d'un coup la petite famille artistique de l'Arsenic. Et puis, il y a eu toute une série d'essais. Il a parié sur des gens qui étaient des hurluberlus, qui n'avaient aucune reconnaissance, qui même certains, beaucoup, c'était leur premier spectacle, quoi. Donc il y a eu Marco Berrettini qui vient de la danse disco, il y a eu Yann de Vendac, Massimo Furlan qui venait des arts visuels, donc Massimo Furlan qui a fait énormément de gros spectacles après, toujours sur ses origines italiennes, toujours sur ce côté pop de ses origines italiennes beaucoup. Il y a eu Oscar Gomez Mata, plutôt d'origine espagnole, qui lui avait un théâtre assez disons, assez transgressif. Gilles Jobin, qui lui travaillait énormément sur la forme. Maria Laribotte, qui elle avait une carrière internationale déjà, qui est une grande star de la performance et de la chorégraphie. Denis Maillefer, qui est probablement le plus vaudois de l'étape, parce que lui, des fois, il traitait des thèmes un peu plus vaudois, dont on parle aujourd'hui. Yann Marouzic, qui est un fakir. Enfin bref, Velma, qui est un groupe de post-rock qui a tourné dans l'Europe entière. Cette scène, les Maniques, c'était des hurluberlus, des mauvais élèves, pas du tout les gens qu'on attendait pour être le futur des arts vaudois. Et pourtant, ces gens ont été les grands noms qui ont exporté le nom de Lausanne et de l'Arsenic à l'international, surtout en Europe, mais aussi à l'intercontinental. Et Spicher était quelqu'un de très déterminé. C'était une sorte de visionnaire qui nourrissait une sorte de rapport assez conflictuel avec les politiques. Et il n'a pas été pris vraiment très au sérieux. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ben, il se passe ce truc-là dans le flon. D'abord, il y avait Gardel, après Spicher, c'est des fortes têtes. On s'y intéressait probablement politiquement, pas tellement. C'est Sandrine Kuster qui, après, a pris la direction en 2003, qui a réussi cette espèce de storytelling, c'est-à-dire de raconter
le succès, ce succès qui avait déjà lieu, hein, qui était vraiment, il était là, mais évidemment il fallait le voir, fallait-il le voir à l'international. Et Sandrine a réussi à raconter ça aux politiques, et ce qui a mené à la rénovation de l'Arsenic, comme un peu, disons, acceptation de son succès. Et disons son vrai passage au rang d'institution entre 2009 et 2011. Alors, on parle beaucoup de réalisme, de stabilité, de consensus, d'adaptation, etc. Hein, ça rime pas très bien avec l'expérimentation, la pensée différente et la pensée minoritaire qui sont plutôt les modus de ces artistes. Je suis très content que vous m'ayez cité tout à l'heure, parce que c'est effectivement ça. Je pense que tout ça, ça se joue. En fait, quand on dit culture, on dit culture commune, on dit on fait culture, on construit une culture commune. Par contre, l'art, c'est plutôt une histoire de différence, c'est plutôt une histoire de mouvement, où une œuvre nous fait bouger, et cette œuvre, pour nous faire bouger, il faut qu'il y ait une certaine distance. Ça veut dire qu'il faut que l'œuvre ne soit pas trop proche. Si l'œuvre nous dit exactement, ou nous transmet exactement ce qu'on pense déjà, il n'y a pas de mouvement possible. Donc évidemment, cette distance, elle peut être des fois sociopolitique, elle peut être sociale, elle peut aussi être juste d'individus qui ont des sensibilités différentes. C'est toujours sensible. Et le piège de l'archétype vaudois, ce serait de transformer cette expérience en une espèce de relation de méfiance ou de test un peu. Il faut qu'on soit convaincu. On aimerait voir pour juger, comme ça un peu. Et bien sûr, je dis pas, bien sûr, il y a du soutien. Hein, en Romandie, il y a du soutien pour les artistes. Il y a même de la fierté, mais c'est assez systématiquement tardif. Hein. On est rarement enthousiaste dès le début. Il y a rarement de paris. On n'aime pas trop ce risque. Il faut que ce soit validé. Puis après, on dit alors c'est validé par quelque chose. Donc maintenant, on va soutenir. Moi, quand j'étais à la radio, les journalistes, ils détestaient Godard. C'était les années 90, ils détestaient Godard. Donc, ils disaient Godard, ça n'intéresse personne, c'est un truc d'intellectuel. Donc, c'était le moment où on tartinait autour du cinéma populaire de qualité, hein, à l'époque Nicolas Bidault. Et puis, on disait ça de Tanner, Goretta aussi. On disait, ces gens, ils n'intéressent personne. En oubliant que La Salamandre, c'était en tout cas la plus grosse exportation du cinéma roman à cette époque. Hein. Et donc voilà, il y a cette relation aux artistes qu'on aime, on aimerait qu'ils soient un peu médiocres. On n'aime pas trop quand ils se font trop remarquer, quand ils ont, on confond leur ambition avec la prétention. Donc, voilà, si on pense à Pierre Keller, c'est assez intéressant. Lui, il a réussi avec son côté justement pragmatique, et puis le côté, disons, en développement, plutôt le côté design, graphisme, ça on comprend, c'est bien suisse, et puis ça sert à quelque chose, hein, c'est utile. Et du coup, on ne se souvient pas de ces photos de postérieures de chevaux ou de boucs qui étaient son œuvre. Hein. Aujourd'hui, il y a des artistes contemporains, jeunes, incroyables, qui en ce moment sont en train de réussir à l'international, dont on n'a aucune idée. Donc, je ne sais pas, Maya Rocha qui va à la Tate ou au Palais de Tokyo, et ben ici, de temps en temps, elle vient à l'Arsenic ou bien elle va au Musée des Beaux-Arts, c'est des petites apparitions. Il n'y a pas de gros paris sur elle. Soraya Lutangu, qui est prix suisse de musique 2019, qui mixe sur les meilleurs labels, etc. Bon, voilà, on a eu un spectacle d'elle à l'Arsenic, mais c'est vraiment, ça passe assez inaperçu. Nicolas Party, qui est une superstar de l'art contemporain, qui est rentré il y a une année chez Hauser & Wirth. On attend encore qu'il y ait une vraie rétrospective ou une vraie expo qui le pousse ici de manière locale. Et voilà, et on se demande un peu pourquoi il faut toujours cette espèce de storytelling pour qu'on croie à nous-mêmes, à nos propres histoires, pour qu'on croie nous-mêmes à ce qu'on est en train de faire. Et là, peut-être qu'effectivement, on peut revenir au storytelling de Davel, etc. On a besoin de se raconter les choses de manière un peu nationaliste, avec des... Voilà, moi j'ai grandi, il y avait encore Guillaume Tell et les trois Suisses dans les manuels d'histoire. C'était l'histoire, c'était vrai. Et
Et je me suis dit, enfin, en écoutant Godard, je me suis dit effectivement, Godard, il dit le pays est trop beau. Le pays est trop beau, il y a forcément une face cachée. Donc au fait, il faut cacher sous le tapis, il faut cacher les choses sous le tapis, il faut cacher notamment peut-être l'origine de tout ce paquet d'argent sur lequel on est assis sous le tapis. Et puis il faut que le tapis, il soit propre. Peu importe si dessous, enfin disons, plus c'est propre dessus, plus ça peut être sale dessous. Et donc on comprend là, cette manie de vouloir raconter comme ça l'histoire, de vouloir l'enjoliver, de vouloir la faire propre sur la surface. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, majordavel.com, c'est un blog de consommation pour des hommes chics. C'est tenu par deux jeunes de trucs. Alors ils font les boutiques, puis ils sont très très bien habillés. C'est incroyable. Bon, bref, donc si on veut, aujourd'hui, on est quand même, le storytelling, c'est quand même un des enjeux principaux de ce qu'on fait. C'est-à-dire que changer de storytelling, c'est de défaire des mythes qui sont patriarcaux, qui sont colonialistes, qui sont hétérosexuels et mâles. C'est quand même quelque chose, qu'on le veuille ou non, les artistes contemporains sont aux affaires là-dessus en ce moment. Et du coup, moi, je rêverais d'un esprit roman qui soit, disons, plus ambitieux, qui aurait les ambitions à la mesure des privilèges du pays et qui, résisterait aux manipulations. Moi, je me souviens, j'étais pas frappé, mais le diagramme de l'enjeu critique que Jacques a montré la dernière fois. Et donc, on a le choix entre le national-conservatisme, le néolibéralisme global et le fondamentalisme, c'est-à-dire en fait trois fondamentalismes. Disons, moi, j'aimerais qu'on puisse inventer autre chose, une sorte de quatrième voie, expérimentale, optimiste, peut-être qui prendrait exemple sur justement ces artistes en lesquels on n'a pas cru. Pas cru tout de suite. Et justement, quelque chose qui soit confiant dans l'expérimentation, aussi quelque chose d'impulsion, pas quelque chose qui suit. Et les nouvelles de ce jour sont plutôt pas mal, puisque j'étais très très heureux d'apprendre effectivement la prise en compte des personnes transgenres et des personnes non-binaires dans les écoles. Voilà, ça me redonne un peu d'espoir dans le côté vaudois. Disons qu'il faudrait mettre une ambition pas du tout vaudoise sur des gens qui sont ni consensuels, ni prévalidés, et peut-être assez différents, ce qui constitue dorénavant l'essentiel des gens du canton, hein, parce que les gens vraiment vaudois comme moi, il y en a vraiment très très peu. Et ça, il faut le faire non pas motivé par des résultats, en bon vaudois, on veut les résultats, mais par une méthode, celle d'avancée alternative. Et ça, cette méthode, elle existe, elle marche. Donc on peut faire confiance dans cette méthode et faire confiance à tous ces gens qui ne se définissent pas comme des vaudois et qui n'ont pas le profil rassurant de la médiocrité. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir un peu soulevé ce tapis. Et c'est à Christophe Gala de conclure pour cette première partie. Alors, je pense que mon propos va longer sur une formulation différente les deux précédents. Je l'évoquerai aussi Godard. Quand nous nous sommes quittés il y a 15 jours, après 1h30 d'échange, nous avons tous emporté sous notre bras deux certificats d'autosatisfaction collective parfaitement encadrés et munis de leur suspente que nous avons fixés quelques heures plus tard au mur de notre maison commune identitaire. Sur l'un figuraient les mots stabilité politique et économique et sur l'autre le mot démocratie. Mais un peu plus tard, je me suis interrogé sur ces diplômes, non pas pour en contester la légitimité ou prétendre qu'il serait impropre à qualifier l'esprit vaudois ayant fait débat, mais pour les frictionner, pour les situer non pas dans une perspective d'autosatisfaction telle qu'elle a plutôt régné, voici 15 jours, mais de la curiosité, voire du doute et du questionnement. Que valent, par exemple, ces vertus de la stabilité et de la démocratie dans ce pays qui n'est pas forcément surdéterminé par l'allégresse, qui n'est pas celui de la parole ouverte
et de la dialectique joueuse, où l'on dit, quand on n'est pas d'accord avec un interlocuteur, « tu me fais de la peine », au lieu de lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Au point que toute discussion meurt assez rapidement d'elle-même chez nous, non parce qu'elle aurait épuisé tous les arguments dialectiques possibles, mais nos résistances dans les domaines de l'affect et de l'image que nous souhaitons façonner de nous-mêmes vis-à-vis d'autrui. On peut préciser, que valent la stabilité quand elle s'épargne un usage optimal de la conversation, et la démocratie quand son modèle exclut, par exemple, la sensation du temps qui passe en apportant des impératifs inédits, quand elle procure au tribunal fédéral l'appui sociétal et culturel lui permettant le crime d'un révisionnisme factuel préventif, si on peut dire, consistant à considérer le réchauffement climatique planétaire comme une cause non urgente. Et que valent cette stabilité comme cette démocratie quand on songe au plan plus volatile et diffus, difficile à saisir, de l'humeur collective ou de l'expressivité, du bonheur versus la mélancolie, ou de l'expression généreuse versus la rétention verbale supposée signifiante. De quoi ne rayonne-t-elle pas, par exemple, dans un pays dont les citoyens s'entre-surveillent, comme disait Friedrich Dürrenmatt 2 semaines avant sa mort, en 1992, à la faveur d'un discours d'hommage à Václav Havel, en suggérant que notre sentiment de liberté, pour chacun, procède en réalité du fait que nous nous percevons tous comme le geôlier de nos voisins. Au point que l'un de mes vieux amis, et c'est une histoire tout à fait vraie, se fit assassiner du regard et de l'insulte après avoir interrogé le patron d'une boucherie remplie de ses clients l'année passée, au début de la pandémie que nous savons, sur ses prochains arrivages de pangolins. Au point que notre canton put réussir l'un des plus merveilleux hold-up sémantiques du siècle sur le marché des oxymores, en accolant pour enluminer son blason les notions de la liberté, qui suppose celle des idées et des comportements individuels dans la mesure de leur compatibilité avec les principes de la communauté, et de la patrie, qui suppose des loyautés postulant la rétention de soi-même au bénéfice d'un territoire sacré. Avant d'en réussir un second, pardonnez-moi, en accolant miraculeusement, c'est sans doute le cas de le dire, le substantif Église à l'adjectif national. Et que produisent ces deux vertus proclamées de la stabilité et de la démocratie, puisque nous y sommes ce soir dans le domaine des arts et de la culture. Je fais une petite parenthèse, vous voyez là que j'emboîte volontiers, comme d'ailleurs vient de le faire Patrick, sur ce plan que j'arpente de la psyché collective, de préférence à ceux de l'histoire et des faits qu'elle retient, l'esprit vaudois dans l'esprit suisse. Je le ferai moins dans le cas de l'esprit balois, et puis encore moins sans doute dans le cas de l'esprit valaisan, qui vraiment tranche. Me revient donc en cet instant une hypothèse qui me travaille depuis longtemps, celle de la névrose confédérale volontaire fondée sur 3 processus advenus au fil des siècles. Le premier fut un processus d'automutilation identitaire, celui par lequel les citoyens grisons, tessinois, alémaniques et romans réduisirent spontanément leur identité comportementale et culturelle spécifique aux fins de se rendre plus compatibles avec leurs compatriotes. Le deuxième, résultant par glissement du premier, c'est une pratique et même une culture de l'effacement, mais un peu rageuse quand même. Les citoyens grisons, tessinois, alémaniques et romans, s'étant déjà sacrifiés sur l'autel de l'édifice confédéral, celui-ci n'est plus pensable comme le lieu possible du mal. La souffrance amoncelée serait excessive. Du mal commis comme du mal subi. La Suisse se pense comme un refuge paradisiaque imprescriptible au cœur du continent, inventant la Croix-Rouge du côté de la vertu et dissimulant le côté vice de l'autre côté.
pour faire l'équation. Si vous opposez Fritz Zorn écrivant, je cite, « Je suis jeune et riche et cultivé, mais je suis malheureux, névrosé et seul », et la chaîne infinie des BA mécanisés par la certitude évoquée tout à l'heure du « y en a point comme nous », c'est évidemment le premier qui meurt expulsé de la scène comme un déviant, tandis que les autres prospèrent sur le velours de leur aliénation. Et le troisième de ces processus, c'est celui d'une délocalisation mentale, instinctive autant que méticuleuse, des sources possibles du mal décrit à l'instant, puisque celui-ci ne peut pas être d'origine indigène ou résulter des comportements en vigueur sur le territoire national, il est par quasi-principe de provenance extérieure. Voilà dans quel paysage doivent se manifester la culture et les arts, thème de ce soir, que je distingue à la suite justement de Godard, expliquant ceci dans son film « Je vous salue Sarajevo » qui date de 1993. Ouvrez les guillemets. Il y a la règle, ça va, et il y a l'exception. La règle, c'est la culture, et l'exception, c'est l'art. Non, il y a la culture qui fait partie de la règle et l'art qui fait partie de l'exception. Fin de citation. Ou pour être plus clair, ça c'est moi qui le dis, il y aurait l'art qui formerait un axe vertical, nous permettant de lier notre expérience quotidienne intime aux moyens de la transcender, pour l'éclairer. Par exemple, je regarde un coq de Brancusi, le sculpteur, qui s'étire vers le ciel, et je peux songer que mon âme peut aussi s'élancer quelque part. Ou, pour revenir à Godard, je regarde un de ses films, et j'apprends à penser mon existence, dans le désordre macabre, comme un matériau que je peux moi aussi travailler sur ma table de montage psychique et mémoriel. Alors que la culture horizontale, elle, se manifesterait sur un axe horizontal, réjouissant les offices du tourisme et nous faisant zigzaguer en grands angoissés sociétaux qui nous ignorons, dans les mémentos publiés par la presse du samedi ou face aux rayons en librairie des ouvrages qu'il faut avoir lus pour nous situer plus précisément parmi nos congénères, atténuer la brutalité dans notre perception du monde tel qu'il ne va pas, et nous émerveiller de splendeur passagère sans effet de mobilisation décisive. Or, ce qui m'apparaît sous nos latitudes où règne l'esprit vaudois, c'est que l'axe est massivement horizontal. La culture s'y trouve révérée par les pouvoirs publics, je rejoins un peu la description faite tout à l'heure, percevant bien qu'elle tient lieu par ici de lien social supérieur et de consolation générale. Ça n'aurait pas bonne façon qu'il n'y en ait pas, ça se doit même qu'il y en ait. Et pourquoi ? Parce que la culture, au sens où je viens de la définir, transforme difficilement ou peu les êtres, et peut-être singulièrement dans ce lieu vaudois. D'où le malheur éprouvé et les suicides commis par main créateur. Parce que la culture s'accorde avec la propre rétention verbale évoquée à l'instant, enfin tout à l'heure. N'y vaut pas radiographie du mal enfoui dans nos replis intérieurs. Alors que les arts, ou toute formulation sensible à la faveur de laquelle nous pourrions relier notre expérience quotidienne à ce qui la dépasse, induirait plutôt la subversion de cet esprit vaudois aux allures fréquentes d'un ordre vaudois. Mais quel combat, quelle troupe isolée face aux marées du mutisme et des loyautés grégaires qui remontent sans relâche sur la plage vernaculaire. De quoi lire dans l'illustré de cette semaine, ou de la semaine passée, ce que je ne lirais sans doute pas dans un journal français, par exemple, pays sans doute bavard, mais qui débat, où le journaliste de l'illustré bat tous ses records d'horizontalité, je le cite, je reviens à Godard, c'est lui qui revient, comme Jean-Luc Godard n'aime rien mieux que de ne pas être compris, face à lui vous ramez. Stupide journaliste qui tire même ta fierté de l'être. Ça, c'est une équation assez fréquente. On est content de ne pas comprendre ici.
Même s'il récupère l'affaire en précisant un peu plus tard, mais parce qu'il l'a lu ailleurs, qu'à l'œuvre, bien sûr, elle est massive, imposante, gigantesque. De quoi entendre ce qu'on me dit souvent de mon ami le peintre Jean Lecoultre, merveilleux orchestrateur sur ces toiles de notre monde désassemblé, et que jamais les Vaudois n'oseront ou n'oseraient percevoir tel. Et qui me disent, mais il a une technique, c'est formidable ce peintre, mais moi je ne comprends rien du tout. Comme si l'art était à comprendre, comme si l'existence était un alphabet, comme si la société était un annuaire, et comme si l'esprit vaudois ou main créateur de mes amis se sentent comme en exil, était le paradis. Je vous remercie. Un immense merci à nos intervenants. Entre mélancolie, archétype et paradoxe, on s'attend à ce que vous discutiez un petit peu entre vous. On a un petit moment peut-être de brève interaction entre les intervenants, puis après nous passerons la parole à la salle. Madame Dupuis, est-ce que vous voulez réagir à vos subopinants ? Oui, pour ajouter par rapport à Gilles Jobin un élément de plus, Gilles Jobin a donc eu une résidence à l'Arsenic pendant quelque temps ici, qui lui a permis de faire des choses absolument magnifiques. Ensuite, il est parti à Genève, et à Genève, on l'a un petit peu aidé, et puis il a été invité au Théâtre de la Ville à Paris, et à ce moment-là, on lui a dit « mais vous n'avez plus besoin de nous ». Voilà. C'est-à-dire que la Suisse, effectivement, dès que les gens s'en vont à l'étranger, c'est bien, ça regarde plus le pays. Et en fait, il faut qu'ils reviennent carrière faite de l'étranger pour qu'on leur fasse la fête. C'est vraiment compliqué. Alors, bien sûr qu'il y a eu d'énormes progrès, je dirais, au niveau du suivi des artistes, de l'accompagnement, enfin, depuis 30-40 ans, mais il n'y a pas l'envie de produire une rampe de lancement pour l'art et pour qu'à partir de là, vraiment, il y ait quelque chose qui soit propulsé vraiment à partir d'une foi qu'on pourrait avoir à certains moments dans certaines trajectoires. Et il faut toujours refaire ses preuves, il faut toujours que les artistes remettent des dossiers, une fois de plus. On dit oui, on leur a déjà donné 4-5 fois, ça va maintenant à d'autres, etc. Il n'y a pas cette idée qu'il faut produire des grandes œuvres. Et que pour produire des grandes œuvres, il faut les accompagner très loin. Et Ramus, il n'y avait pas une souscription nationale pour l'aider, et il n'aurait plus pu travailler. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui... Il y a une ambition qui manque, et je crois que tout ce que vous avez dit, je le rejoins très fortement. Quoi. Christophe Galla, une réponse. Oui, j'enchaîne sur ce que Sylviane vient de dire. Pour moi, l'enjeu n'est même pas de produire des œuvres, c'est d'être le bassin qui veut assister à l'art en train de se faire. Non, on peut vouloir faire de l'humanitaire pour les artistes en les soutenant, puis on se dit, tiens, on ne le fait pas. Mais ce n'est pas ça la question. Enfin, tu es d'accord. La question, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout assez affamé de désarroi intime induit par la proximité d'une œuvre ou par la perception d'un travail de peintre. Justement, j'évoquais tout à l'heure Lecoultre, que je connais très bien. Lui, il figure de manière, certains éléments figuratifs, d'autres pas. Mais moi, j'y vois tout à fait... Si on demande à nos courageux auditeurs de décrire un moment, une semaine de leur vie quotidienne, ils nous racontent un désordre inouï s'ils ne tracent pas un lien entre les éléments. Lecoultre peint ça, mais d'une manière très réussie, convaincante. Donc, si on ne soutient pas un Lecoultre, c'est qu'on ne veut pas comprendre le monde qui est le nôtre. C'est le raisonnement que je fais. Ou on peut parler de littérature de la même manière, ou des autres œuvres artistiques. Merci, Patrick de Rome.
Quand on dit qu'on manque d'ambition, donc moi je voudrais pas. En ce moment, il y a vraiment beaucoup d'argent et de dispositifs pour les artistes, donc on peut pas dire qu'on les aide pas, mais effectivement peut-être qu'on les aide avec une ambition assez spéciale. Et puis aussi avec, mais ça c'est peut-être un défaut de cet archétype. On pense qu'on peut se suffire à nous-mêmes, c'est-à-dire on pense qu'on peut observer le monde depuis Chavornay. Et donc, du coup, on souffre vraiment de ce manque ce manque d'internationalisme pour comprendre, pas seulement est-ce qu'on fait bien le marketing de nos artistes, ou voilà, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ça, c'est quelque chose qui est critiqué et par Ramu, et par Godard, et par absolument tous les artistes et par Thomas Hirschhorn, et voilà. Et donc, du coup, il y a cette espèce de localisme qui pense qu'on peut penser le monde entre nous. Au Carnot, c'est un peu, ou je sais pas. Ouais. Mais Monsieur de Rame, pour les hautes écoles, l'EPFL est dans le ranking international, le CHUV est un des 10 meilleurs hôpitaux du monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette ambition au niveau de l'art et de la culture? Est-ce qu'il y a un hiatus entre la science et la culture? Qu'en pensez-vous? La science, c'est comment dire, ça fait partie justement de ce qui est. Mais j'entends aussi des gens se plaindre que les startups suisses sont pas écoutées, qu'on manque d'innovation, etc. Hein, mais quand même, je pense qu'effectivement, le côté, disons, non vérifié de l'art et des nouveaux mouvements artistiques, c'est quelque chose de compliqué quand on veut quelque chose qu'on doit valider avant d'encourager, et peut-être que le côté scientifique, voilà, en même temps, on parle beaucoup au nom de la science. Est-ce qu'on vraiment comprend la science en faisant ça? Je suis pas sûr. L'objectif et le subjectif, Monsieur Gala. Non, mais on peut justement dire que les rankings de l'IPFL c'est précisément un excellent sujet de critique artistique. Madame Dupuis. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Oui, ça va me revenir, excusez-moi. Je passe la parole et puis je... On peut répéter. Christophe Gala. Non, mais on peut répéter ce qu'on a dit. Comme ça. Non, c'était par rapport à une chose qui s'est dit. Le ranking, l'objectif et le subjectif. Monsieur de Rame. Disons que moi, je séparais aussi ce qu'on fait avec les écoles, ouais, et puis après, ce qu'on fait sur le terrain avec les artistes, ou peut-être avec les ingénieurs, etc. Moi, j'ai pas cette culture-là. Voilà, mais disons que bien sûr, c'est une manière de figer les écoles. Hein. Au moment donné, on croit savoir. Il y a des gens qui ouvrent la voie, après on dit oh, on sait. Et donc, du coup, on enseigne. Et alors, tant mieux qu'on enseigne. Des fois, ça fait partie un peu de cette vision du monde où on reste entre nous. Et alors, je ne sais pas sur les rankings. Les rankings d'écoles d'art en Suisse sont excellentes. Hein. Je veux dire, la HED, les CAL ont des notes incroyables. Les PF, la HKB à Berne, voilà. Mais disons, ce qui compte, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt après à accepter l'innovation que ces gens nous donnent et les nouvelles idées que ces gens nous donnent, et éventuellement que ces gens remettent eux-mêmes en cause leur enseignement et leur institution. Ça, c'est moins sûr. Ça vous est revenu, Madame Dupuis? Oui, c'était à propos de l'image que parfois on donne à l'extérieur. On m'a rapporté à Paris des propos de certains professeurs d'ici qui disaient au fond, c'est pas tellement intéressant la littérature romande, c'est vraiment... Il y a une espèce d'auto où il y avait... Je pense que tout ça est en train de beaucoup changer, a beaucoup changé, vraiment. Il y a une génération nouvelle, mais il y a eu une autodépréciation des Suisses vers les autres, en face des autres, pour eux-mêmes et en face du dehors, qui est incroyable. Tout ça parce qu'il y a une espèce de manque de confiance ou
oui, effectivement, de véritables projets, de véritables ambitions au sens le plus noble du terme. C'est le besoin de grandeur de Ramu qui n'arrêtait pas de se plaindre que voilà, on se coupait les ailes ici. Et j'ai l'impression, enfin jusque dans les années 2000, j'ai l'impression d'être coupée tout le temps. C'était à peine ça commençait à voler qu'on nous coupait les ailes. Et maintenant, c'est en train de complètement changer, mais je pense que les écoles d'art sont beaucoup responsables de ça aussi, parce qu'il y a une sorte de promotion, tout à coup, de promotion de soi, de marketing finalement, qui n'existait absolument pas. Est-ce qu'il faut que du marketing? Je ne sais pas, mais ça fait partie, disons, d'une promotion de soi qui était quasiment interdite par la morale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que Un dernier mot, Monsieur Gala. Alors que je ne dis rien d'habitude, mais c'est-à-dire que la création a quelque chose de sacré pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il fait il se prive de beaucoup de choses, il est dans la solitude, etc. Et l'autopromotion, c'est totalement séculier. Et on n'a pas trouvé vraiment les charnières, surtout dans un pays protestant, pour être à la fois le créateur et à la fois le vendeur de soi-même comme créateur. C'est assez complexe. Alors effectivement, les générations jeunes sont plus décomplexées dans le cadre de cette équation et se vendent, souvent d'ailleurs avant d'avoir fait quoi que ce soit, mais c'est une autre question. Merci beaucoup. Alors, cette interaction entre les intervenants est magnifique parce qu'elle nous plonge au cœur du sujet, entre autopromotion, autodépréciation. Est-ce que l'esprit vaudois est une exception culturelle? La parole est au public. Et maintenant, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Et Sylvie, c'est toi qui donne la parole. Alors, au premier plan, monsieur le recordant. Un aspect qui n'a pas tellement été évoqué ou peut-être étais-je inattentif, mais qui me paraît important pour le pays de Vaud, qui est au carrefour des deux axes Londres-Rome et Madrid-Moscou, pour dire ça très largement, c'est le degré auquel nous sommes, notre art local rencontre, pour ne pas dire éventuellement et occasionnellement fécondé, par les apports extérieurs. Si vous prenez la littérature, en remontant peut-être au XVIIIe siècle, vous vous rendez compte, Genève elle a le mérite exceptionnel ou la chance exceptionnelle d'avoir eu Jean-Jacques Rousseau. Nous, on a eu des personnages qui pour exister, Germaine de Staël ou Constant, ont pratiquement dû aller ailleurs, regarder ailleurs. S'ils étaient restés chez nous, il ne semble pas qu'ils auraient beaucoup existé. Et pourtant, c'était cité d'ailleurs dans le tableau de Jacques Swallen, Voltaire vient à Lausanne et un réel succès. Gibbon y écrit son histoire sur le déclin de l'Empire romain, etc. Et on pourrait faire un peu la suite. Après, une espèce, j'ai l'impression que le pays se renferme, c'est juste Olivier, c'est Vinet. Puis après, il y a de nombreux mouvements. Il faut repartir à Paris, Édouard Rode, Ramu, etc. Et j'en passe. Et puis, il y a quelques artistes qui viennent quand même. De temps en temps, ça me paraît plus modeste qu'au XVIIIe siècle. Romain Rolland, au début du XIXe, Nabokov. Ensuite, il y a la guerre, bien sûr, il y a les effets de la guerre, mais quand même, sur les siècles, ça peut pas tout expliquer. Et puis, dans un tout autre domaine, la musique, moi, je suis frappé de voir... je sais pas, Freddie Mercury, David Bowie, Phil Collins, tout d'un coup qui s'amourachent ici. On pourrait prendre la peinture avec le cas assez particulier de Gustave Courbet, mais là, je pense que c'est assez circonstanciel. Alors, je ne sais pas quelle est la vision que vous avez de cette rencontre, voire, je l'espère parfois, de cette fécondité de la rencontre. Est-ce qu'un intervenant veut se positionner sur ce lieu de passage qu'est le pays de Vaud? Madame Dupuis. Qui est toute la Suisse romande, en fait, je crois. Oui, la Suisse romande, mais enfin, on est dans l'esprit vaudois.
Oui, je crois qu'il y a énormément de passages en Suisse romande et autour du lac. Enfin, il y a une tradition de cela, que ce soit les romantiques, Byron, que ce soit Dostoïevski, que ce soit... enfin, voilà, il y a une énorme présence mais par exemple, quand Musil vient à Genève, où il meurt en partie de froid parce qu'il n'avait plus de quoi se chauffer. Pas d'aide, pas de prise en compte. Il était en train d'écrire L'homme sans qualité. Qui est-ce que ça intéressait? Absolument personne. Il n'y a pas de curiosité à un moment donné. Maintenant, c'est tout ça. Je crois que tout ça ne vaut plus. Enfin, on est un pays qui se met à ressembler à l'Europe et enfin, même si on n'est pas entré, mais je pense malgré tout qu'il y a une sorte, tout simplement à cause aussi des liens médiatique, enfin, entre nous tous, on n'est plus une île comme avant. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce très vite de suspicion par rapport à un écrivain qui venait d'ailleurs, un artiste qui venait d'ailleurs, et que c'est vraiment un quant à soi aussi. Et puis, une autre anecdote qui me revient, c'est Nabokov qui a vécu donc, dans le canton de Vaud pendant toutes ces dernières années. Et puis, il était absolument persuadé que personne ne le connaissait, qu'il était une ombre inconnue. Et quand il meurt, son fils apprend que absolument tout le monde savait qui c'était, mais lui faire un signe, lui parler, c'était trop, soit par timidité, soit par il ne faut surtout pas s'occuper de l'autre, il est là, il ne faut pas lui montrer qu'on sait qui il est, il ne faut pas lui parler de littérature, il faut pas. Il a été absolument persuadé que personne ne savait qui il était. Et c'était du silence, c'était de la rétraction de paroles. Et en même temps, très longtemps, ça m'a beaucoup choqué au fond, cela. Et puis, plus je lis Ramu, par exemple, et plus je me dis qu'il y a une beauté aussi dans cette espèce de pudeur extrême par rapport à l'autre dans le canton de Vaud. C'est quelque chose de tout à fait particulier, là, vraiment, ça. Et on ne veut pas déranger l'autre, mais il y a l'autre face, c'est qu'on se trompe sur ce qui se dit ou ne se dit pas là. Moi, je me suis très longtemps trompée d'interprétation de ces silences. Pour moi, c'était de l'indifférence, c'était du total désintérêt, et c'était parfois de la pudeur, et c'était parfois de l'incapacité à dire, ou je ne sais pas comment le dire, donc je ne le dis pas, plutôt que d'essayer de le dire autrement. Voilà, ça personnellement, c'est une expérience très personnelle. C'est ce que Ramu m'a appris à aimer dans le canton de Vaud, parce que lui, il le dit par son écriture, par des toutes petites choses minuscules, touchantes, émouvantes, mais qu'on n'entend pas quand on vient du dehors. Et donc, c'est une espèce de mur. Voilà. Et là, on est vraiment dans le vif du sujet. Hein. Donc, ce silence que l'on peut entendre. On est dans le paradoxe. Oui. On ne dit pas, on sent que vous dites tout chante, tout chante. Question suivante. Voilà. Oui, parce qu'il y a une scène qui s'est passée en début de séance qui exprime très bien, qui représente très bien le problème que nous vivons, nous les Vaudois. On a un micro, on a un excellent micro, mais il y a des pannes au niveau de l'ampli et ça ne joue pas du tout au niveau du haut-parleur. Du coup, ça donne quoi? Des gens qui parlent et qu'on n'entend pas. C'est ça les culturels d'ici. Et pourquoi je décris ça? C'est parce que on a on a un peuple sans capitale. C'est très rare, un peuple sans... Même le Liechtenstein a une capitale. Nous, que je sache, les Vaudois, ils ont Lausanne pour leur canton, mais les Romans, ils n'ont pas de capitale. Et ils n'ont même pas de surcapitale à Berne dans leur propre pays, parce qu'on ignore pas mal ce qui se passe à Berne, enfin, ce qui se passe dans notre culture à Berne, vous le savez. Tout comme nous ignorons d'ailleurs ce qui se passe de l'autre côté, c'est bien clair. Et alors, pour avoir une capitale, il faut faire quoi? Il faut se dire, on est un pays séparé, mais on est une province française.
Donc on doit monter à Paris. Donc la moitié des artistes, vous faites la statistique, la moitié des artistes de Suisse romande, une moitié se dit il faut aller se sauver ailleurs, il faut monter, il faut accéder à l'amplificateur. Sinon, on n'y arrive pas. Et le peuple lui-même ne lui fournit pas cet amplificateur, le peuple roman. Voilà la raison pour laquelle on parle sans être entendu. On chante de merveilleuses mélodies où on court après les papillons, comme Nabokov, sans que jamais personne s'en aperçoive. Merci pour cette magnifique métaphore. Qui veut réagir? Peut-être M. Gala, M. Derame? Un peuple sans capitale. Un Major Davel sans tête. Bon, moi, je pense que, en tout cas, pour les artistes dont je m'occupe, déjà, probablement le fait de pas trop avoir de patrimoine, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. C'est-à-dire que je pense que si tous les artistes que j'ai cités tout à l'heure, qui ont fait le succès du début de l'Arsenic, ont pu apporter quelque chose de frais au niveau européen, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont eu une grande liberté et ils n'ont pas eu, comme par exemple en France, le besoin de se référer au patrimoine pour le contredire. Ou voilà. Donc ça a été assez direct, ce phénomène d'innovation un peu spontané. Deuxièmement, il n'y en a pas un qui est vraiment du terroir, enfin très peu. Et donc là, ça rejoint cette grande mixité qu'il y a dans la région et qui est vraiment la source de l'intérêt de nos arts, parce que voilà, c'est une région de croisement depuis toujours. Là, on voit ces dernières années, on voit petit à petit aussi les diasporas qui arrivent dans les écoles d'art. Je veux dire, ça a été Furlan, deuxième génération d'Italiens, et maintenant c'est Soraya Lutangu, deuxième génération, son père est congolais, d'origine congolaise. On voit bien qu'il y a maintenant beaucoup plus de diversité, de mixité, de couleurs de peau dans les écoles d'art, ces secondes générations. Encore faut-il que disons, l'intelligentsia, les colonels de Gilles, l'élite locale, veuille bien voir cette diversité. À mon avis, on est assez, pour l'instant, on ne la voit pas. C'est-à-dire qu'elle existe, elle est là, elle est créative, elle est une vraie force de proposition. Et quand on imagine notre propre culture, on continue d'être d'être dans l'image d'Épinal, d'Havel de tout à l'heure. Merci. Encore une question. Jean-François, là, devant toi. Oui. Merci. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui a été la vie et qui continue d'être la vie du média électronique, de la télévision, de la radio. J'ai participé à la direction de la télévision pendant quelques années et c'était frappant de voir que si, comme disait Frédéric Gonzette, on est un peuple sans capital, on est parfois aussi, on a des capitaux qui n'ont qu'un tout petit peuple. Et je veux dire par là, numériquement. C'est-à-dire qu'on est sur un réservoir de 1,5 million, 1,7 million francophones suisses avec leurs spécificités. Et puis on produit un certain nombre de choses, télévisuelles, radiophoniques, etc., qui ont un auditoire qui dépasse complètement nos frontières et on n'y pense jamais simplement parce qu'on ne regarde pas une chose aussi simple que TV5 Monde, dont la TSR est un des participants, et on est vu, regardé dans le Congo francophone, dans le Maghreb, dans différents pays du monde, avec une présence particulière et spécifique qui est celle de la Suisse romande et qui n'est pas à dédaigner, parce que c'est une passerelle, c'est un point de passage qui va au-delà de la masse critique très faible que nous représentons ici en Suisse romande. Merci. Merci pour ce commentaire éclairant. Je pense qu'il reste la place pour une question. J'ai vu une main. Non, Sylvie, tu... Non? Alors, la parole n'étant pas demandée,
je vais me permettre de faire un petit mot de conclusion et de synthèse. Et je dois vous dire, ce soir, il vaut mieux être psychiatre et psychanalyste, je vous dis franchement. Parce que... Oui. Non, je ne facturerai pas la consultation, non. Non, mais parce qu'on est dans l'ambivalence, on est dans le paradoxe, on est dans quelque chose qui s'inscrit... Alors, on a parlé de mélancolie, c'est l'auto-agression, mais aussi autopromotion. On a parlé archétype. Est-ce qu'il y a un archétype vaudois? Si oui, quel est-il? Le docteur Berthollet a écrit une anthologie des anges. Il prétend qu'il y a un ange des Vaudois. Oui, écoutez, il faut lire Berthollet. Oui, et puis, avec M. Gala, quand même, cette ambiguïté, ces oxymores qui nous habitent, qui font à la fois notre grandeur et quelque chose de l'esprit vaudois, finalement, puisque la question posée par Jacques Zwallen, c'est y a-t-il un esprit vaudois? Alors, il y a un grand psychanalyste qui s'appelait D.W. Winnicott. Il a étudié le développement affectif des petits-enfants et il a observé que quand on a moins d'une année, on s'attache à un chiffon qui a un peu une mauvaise odeur, qui évoque la maman. Et la maman est dans le chiffon, elle n'est pas vraiment dans le chiffon. Et on ne peut pas dire si la maman est dans le chiffon ou non. Winnicott a appelé ça un objet transitionnel. Et je crois que la culture s'inscrit dans ce que Winnicott a appelé l'espace transitionnel. On est à la fois dedans et à la fois dehors. C'est une magie, c'est un miracle de l'attachement. Parce que la culture s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas rationnel et non plus irrationnel. On est à la fois, vous voyez quand le peintre fait son tableau, il projette sa psyché sur la toile. Et quand le spectateur regarde la toile, il projette sa psyché dans la toile. C'est la rencontre de deux subjectivités. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Et alors, bien sûr, comme c'est très primitif comme développement psychique, évidemment, on comprend que c'est le tronc commun pour la science. Découvrir le monde, est-ce qu'il est dedans, est-ce qu'il est dehors, est-ce que les mathématiques existent, est-ce qu'on les découvre? Pour l'art, je projette ma psyché sur la toile ou dans la composition de la musique, ou est-ce que je suis inspiré par les images et par les sons? Et bien sûr, dans la spiritualité et le religieux, est-ce que Dieu existe, ou est-ce que c'est une invention, ou est-ce qu'on ne peut pas décider? Oui, voilà. Et aujourd'hui, les neurosciences, voilà, je ne peux pas m'empêcher de parler un petit peu de mon domaine, eh bien, nous montrent que la culture, c'est quelque chose qui existe dans l'intersubjectivité. Je demandais à mes étudiants en médecine, où est l'esprit? Ils disent, ça y est, Besson, on fait une crise. Alors, il y en a un qui s'encourage, il dit, il est dans le cerveau. Je dis, ouais, pourquoi pas, oui. Et où encore? Et puis, il y a un deuxième étudiant qui s'encourage, il dit, il est dans le corps. Je dis, ça c'est une bonne idée. Bien sûr, il faut des yeux pour pleurer. Hein? Il faut des poumons pour respirer. Et où encore? Et alors, l'esprit est dans la relation. Il est dans l'intersubjectivité, il est dans la parole, il est dans la culture. Voilà où est l'esprit. L'esprit est dans la culture. Alors, ce soir, nous avons effleuré la question de l'esprit vaudois. Nous avons effleuré cet espace transitionnel qui nous relie entre Vaudois. Voilà. Je laisse la parole à Sylvie pour la clôture. Et pour dire simplement que le comité travaille à donner peut-être une suite à ce qui a été esquissé lors de ces deux soirées. Vous serez informés l'année prochaine. Merci à nos intervenants, notre intervenante, nos intervenants. Nous n'allons pas les laisser repartir sans une attention du canton, 2 bouteilles que leur offre Jacques Zwallen et qui est une sélection faite pour vous spécialement par Maître Michel Chavannes, le président de l'association LAVO Patrimoine Mondial. Merci pour ce choix-là. Nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon retour chez vous, un temps paisible de fin d'année si possible et prenez bien soin de vous.
Voilà. Joyeux Noël!